Alors maintenant, j'invite M. Philippe Séguin, professeur au département des sciences végétales au campus McDonald de l'Université McGill, à me rejoindre sur la scène. Philippe Séguin est professeur agréé en agronomie au département des sciences végétales de l'Université McGill. Il participe depuis plusieurs années à de nombreux projets et comités dans le développement et la production de plantes fourragères. Merci beaucoup. Donc, premièrement, je tiens à remercier les organisateurs et organisatrices pour l'invitation. Aujourd'hui, ça me fait plaisir d'être parmi vous. Puis, qu'est-ce que je vais faire le plus rapidement possible? Je promets, je sais que tout le monde a faim, le temps file, moi aussi j'ai faim. On va parler de fourrage d'urgence. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On m'a demandé de couvrir les différentes options qui sont disponibles. Et donc, dans un contexte où il y aurait un problème d'approvisionnement en termes de fourrage. Et puis, ce que je vais faire, c'est passer à travers différentes options. On ne va pas tout couvrir parce que c'est sûr qu'il y a plein d'options, des choses plus conventionnelles, des choses un peu plus, ce que je décrirais, ésotériques, là, si on va omettre ça. Et puis, donc, je vais surtout focuser sur une présentation, une revue de ces options, mais également présenter, supporter ça avec des résultats de projets de recherche que moi et mes collègues à l'Université McGill avons réalisés, principalement moi-même et mon collègue Arif Mustafa. Donc, et lorsque, pour certaines options, on avait peut-être moins de résultats, je vais partager avec vous des résultats de l'Ontario ou d'autres régions du Québec. Donc, la première question, quand est-ce qu'on a besoin de fourrage d'urgence? Bien, on espère le moins souvent possible. Malheureusement, c'est quelque chose qui va revenir de façon périodique ou cyclique, surtout en cette période de changement climatique. On observe que souvent, on va avoir des problèmes, puis on peut en avoir besoin plus fréquemment que ce qu'on aimerait. Il y a deux raisons principales pour lesquelles on pourrait avoir besoin de fourrage d'urgence. La première, ce serait lorsqu'on va constater une mortalité hivernale d'une luzernière ou d'une prairie de façon générale. Et ça, les raisons, on en a parlé plusieurs fois, certains de mes collègues en ont parlé sur d'autres tribunes au cours des dernières années, mais ça peut être une combinaison de facteurs climatiques, de conditions climatiques, environnementales, et souvent qui vont interagir avec une mauvaise gestion. Quels sont ces facteurs rapidement? Ça peut être des choses comme une baisse des températures très rapide, présentement, là, au début de l'hiver, fin de l'automne. Ça peut être dû aussi à des redoux, qui sont plus fréquents dans des périodes qu'au mois de février, au mois de mars. Et puis ça va mener à une baisse du couvert de neige, formation de glace, etc., qui vont être toutes des conditions qui vont contribuer à une plus haute mortalité des prairies, des plantes fourragères et en particulier de la luzerne, comme on peut voir dans la photo du dessus ici sur cette diapo. Ça peut être aussi combiné avec une mauvaise gestion. Ici, on parle de choses comme une régie trop intensive, des coupes qui s'effectuent à un stade de développement de la plante qui va être trop juvénile, là, trop tôt. Donc, des coupes trop fréquentes. Ça, ou bien, par exemple, une coupe à un moment inopportun ou inapproprié à la fin de l'automne ou au début de l'hiver. Donc, ces facteurs-là vont interagir avec les conditions climatiques et peuvent mener à une mortalité hivernale, là, donc qui va être excessive. Ce n'est pas le seul cas qui peut mener à un besoin de fourrage d'urgence. Une autre situation, c'est lorsqu'il va y avoir un mauvais établissement. Et ça, les conditions qui peuvent mener à ça, ça va être souvent donc une mauvaise régie, une mauvaise pratique, combinée avec, encore une fois, des conditions climatiques qui sont sous-optimales. On parle ici de sécheresse, puis ça va être combiné souvent avec une dette de semis qui va être trop tardive ou un semis peut-être un peu trop profond. Donc, quand on a ces facteurs-là, donc ça peut amener aussi bien le cas de mortalité ou de mauvais établissement peuvent être des conditions qui vont nous mener à avoir besoin d'un fourrage d'urgence. Dans ces deux cas-là, ça va être particulier parce que le verdict va tomber à des moments différents. Et je souligne ça parce que les options qui se présentent à nous donc, vont différer en termes de nombre de possibilités. Souvent, vont être moindres si c'est suite on se constate qu'il y a eu un mauvais établissement versus dans le cas d'une mortalité hivernale. C'est important afin de déterminer si on en a besoin le plus tôt possible de procéder à un dépistage. Il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet, qui ont été produites ou bien au Québec par nos chercheurs ou bien dans d'autres régions. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été réalisées au Wisconsin par nos collègues du Wisconsin qui ont en particulier réussi à établir des relations entre les rendements en fourrage potentiel pour l'année à venir et certaines variables en termes de densité, soit de population de plantes par mètre carré ou pied carré,
ou en particulier, pour la luzerne en particulier, il y a une assez bonne corrélation entre le nombre de tiges par superficie, donc par pied carré, et les rendements de potentiel. Donc, si on procède à un dépistage au printemps le plus tôt possible, et on voit qu'il y a une densité, dans le cas d'une luzernière qui est déficiente, qui sera en dessous, qui correspond en dessous de 40 tiges par pied carré ou 400 tiges par mètre carré, ou dans le cas où est-ce qu'on va avoir un mélange avec d'autres espèces, des prairies avec d'autres espèces, là encore, il y a des tables qui sont bien définies, qui sont disponibles sur différentes tribunes. On voit que là, ça va varier dépendamment de l'espèce, de l'âge de la prairie, etc., avec une densité qui va varier de 3 à 15 plants par pied carré. Puis en dessous de ça, bien là, on peut avoir des situations où est-ce que la production de la prairie va être déficiente et qui pourrait mener à un problème d'approvisionnement. Donc, on peut voir aussi des situations. Donc, c'est très important de procéder à un dépistage le plus tôt possible. Lorsqu'on constate donc qu'il y a un problème en termes de densité de population qui est déficiente, puis qu'on anticipe un problème d'approvisionnement, bien, il y a plusieurs options qui se présentent à nous. J'en ai listé 4 ici. On va développer les 2 dernières sur le sujet sur lequel je vais m'étendre aujourd'hui, mais ce n'est pas les seules options. Et donc, brièvement, quelles sont les autres options à part un ressemis? D'une culture d'urgence en particulier, bien, il y a d'autres options, en particulier la rénovation avec semis sans labour, par exemple, ou par vasage. Et ici, on parle de situations où est-ce qu'il y aurait un problème de mortalité qu'on constate assez tôt au printemps, puis ce serait des cas où est-ce que la graminée n'aura peut-être pas été affectée, mais si on avait un mélange, ce serait la légumineuse, en particulier la luzerne, qui aurait pu être affectée par un problème de mortalité. Ça, c'est un sujet sur lequel on a fait plusieurs études il y a plusieurs années, environ 15 à 20 ans, à l'Université McGill, comme on peut voir ici sur la diapo. Et là, bon, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais c'est vraiment important si on procède à cette option-là dans le cas, par exemple, ici sur la photo d'un semis sans labour, d'avoir une bonne suppression de la végétation qui demeure, qui va être préservée. Et ça peut être, on a fait des études qui ont démontré différentes options, l'utilisation d'herbicides, la paisance ou, par exemple, des coupes récurrentes suite à l'implantation. Donc ça, c'est important. L'autre facteur toujours à considérer, c'est le phénomène de l'autotoxicité de la luzerne. C'est un sujet là, que les gens débattent beaucoup de façon périodique. Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'important à considérer? On a fait beaucoup d'études. J'ai fait personnellement plusieurs études il y a environ une dizaine d'années encore à l'Université McGill. D'autres études qui ont été réalisées aux États-Unis qui suggèrent que lorsqu'on va ressemer de la luzerne après suite à une luzernière ou une prairie qui aurait une forte proportion de luzerne, que l'autotoxicité, ce phénomène pourrait réduire de 5 à 20 les rendements à moyen terme là, pour la prairie qui va être réensemencée avec de la luzerne ou à haute proportion de luzerne. Donc, c'est quelque chose toujours à considérer. Donc ça, c'est des options par vasage. Ça va être quand c'est probablement plus localisé, le problème de mortalité. Et le deuxième cas encore qui va s'appliquer lorsqu'on aura surtout les légumineuses qui ont été affectées par la mortalité hivernale, c'est de préserver la prairie qui aurait beaucoup de graminées et de procéder à une fertilisation azotée. Donc là, on parle d'une situation où est-ce que c'est peut-être à plus court terme, donc on prévoit garder ce champ-là pour quelques années encore, peut-être 1 ou 2, puis là, on va procéder, on a une bonne densité de graminées et on va y aller avec une fertilisation azotée. Donc ça, c'est 2 options qu'on ne parlera plus aujourd'hui, mais qui demeurent des possibilités. Ce qui reste, donc, c'est un ressemis, et soit on va y aller avec la possibilité d'un semis de plante annuelle, qui est plus qu'est-ce qu'on considérait comme un fourrage d'urgence. On va développer là-dessus pour le restant de la présentation. Mais aussi, on va voir qu'il y a toujours la possibilité de considérer un ressemis de plantes fourragères pérennes, qui n'est pas ce qu'on considérait comme une situation de fourrage d'urgence, mais qui demeure quelque chose à considérer. Puis encore ici, juste souligner, si on le fait, de considérer l'autotoxicité de la luzerne. Les possibilités en termes de choix de ces options, ça va dépendre en particulier du timing, quand est-ce qu'on va constater qu'il y a le problème, puis aussi est-ce qu'on prend la décision de faire une récolte de la prairie affectée au printemps pour la suite la labourer puis réensemencer. Donc ça va affecter encore le choix des options. Ceci étant dit, quelles sont les options si on considère simplement un ressemis puis les fourrages d'urgence en tant que tels? J'ai listé ici 4
possibilités. La première, on n'y pense pas en termes de fourrage d'urgence traditionnellement, mais je vais la couvrir. On parle de réensemencer des plantes fourragères. Sinon, on a les choses qui viennent plus à l'esprit dans ces situations-là. Le semis de céréales pur ou avec des pois, le semis de légumineuses à grains ou oléagineuses et ce qui a été le sujet d'intenses recherches au cours des 10 dernières années, les graminées annuelles de saison chaude. Ça, il y a beaucoup de gens, moi-même, mes collègues à McGill, mes collègues à l'Université Laval, Agriculture Canada, au MAPAC, Sérum, etc., qui ont fait beaucoup d'études dans les dernières années à ce sujet-là. Donc, quelles sont les options à privilégier? Il y a plusieurs facteurs à considérer avant de déterminer, statuer sur dans quelle direction on s'en va. Je les classifierais dans deux catégories, les facteurs logistiques et les facteurs plantes. Donc, au point de vue logistique, il faut considérer les besoins en fourrage au point de vue du timing, du besoin, de l'urgence, des quantités. Ensuite, on parle de la date de destruction lorsqu'on constate qu'il y a un problème et qu'on décide de réensemencer. Quand est-ce que cette opération va prendre place? Est-ce que ça va être plutôt au printemps ou même durant l'été? Donc ça va affecter donc la date de semis. On a aussi à considérer la région. Donc, est-ce qu'on est dans une région plus centrale, dans Montérégie, ou on parle de région plus périphérique? Donc ça va affecter aussi, bien sûr, les options. Ensuite, l'entreposage disponible en termes de capacité aussi des fois à ségréguer certaines cultures d'urgence qui ne seraient pas utilisées fréquemment sur la ferme. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité d'entreposer ça? Et quels sont aussi les plans à moyen terme, puis à long terme, en termes de rotation? Donc, qu'est-ce qui arrive avec le champ qui est réensemencé? Comment ça affecte la rotation? Donc, ça, c'est les facteurs que je qualifierais logistiques. Qu'est-ce qui advient au point des facteurs plantes? Je dis toujours les trois piliers des plantes fourragères, c'est le rendement, la qualité et puis la persistance. Dans ce cas-ci, on parle d'une situation d'urgence, donc demeure toujours le potentiel de rendement qui est important à considérer, la qualité fourragère, mais également dans ce cas-ci les coûts, parce qu'on parle d'une opération d'urgence à court terme, donc il faut considérer également les coûts. Puis souvent, on se concentre sur les rendements, mais on va voir que ce n'est pas la seule chose à considérer. La qualité aussi est souvent très importante. Des fois, il vaut mieux avoir un peu moins de rendement, une meilleure qualité qui va se traduire par des rendements en termes de lait ou de production animale qui vont être supérieurs. Donc, il faut toujours considérer toutes ces options-là. Donc, on va regarder en premier les plantes fourragères. Encore, je souligne que ce n'est pas la chose qui vient à l'esprit quand on parle de culture d'urgence, mais néanmoins, je veux souligner que ça demeure une option à laquelle on ne pense pas souvent. Donc, qu'est-ce qu'on a ici en termes de possibilités? On a les cultures pérennes encore qui ne sont pas, je souligne qu'est-ce qu'on penserait en premier, mais on va voir qu'il y a quand même un potentiel de rendement. En termes de recherche, souvent, on ignore les rendements au cours de l'année du semis, mais on va voir que c'est quelque chose qui est considérable. On parle ici des espèces traditionnelles, la luzerne, le trèfle rouge, la dactyle, etc., mais aussi d'espèces annuelles qui sont un peu plus qu'est-ce qu'on considérait comme possibilité en situation d'urgence. On parle ici de deux espèces sur lesquelles je vais me concentrer, le trèfle d'Alexandrie et le régras. Et dans tous ces cas, on peut parler de possibilités en semi-pur, en mélange, mais aussi dans le cas des annuelles comme utilisation comme plante-abri. Ça, c'est le résultat d'une étude qui a été réalisée avec mon collègue, maintenant à la retraite, Rénal Drapeau d'Agriculture Canada. C'est une étude où est-ce qu'on a déterminé, évalué les rendements en fourrage de différentes légumineuses fourragères. Vous voyez ici la liste sur l'axe des X, principalement des espèces pérennes, mais également une espèce annuelle qui est le trèfle d'Alexandrie, ici abrévié trèfle Alex. Puis on a sur l'axe des Y les rendements en kilogrammes matière sèche par hectare. On avait soumis ces différents traitements à deux régies, soit une ou deux coupes. Et ça a été réalisé sur 5 années-sites, aussi bien à Normandin qu'à Sainte-Anne-de-Bellevue. Puis ce qu'on peut voir, c'est qu'évidemment, comme on s'y attend, les rendements sont très faibles. On voit ici, dans ces conditions-là, que les meilleurs rendements ont été d'environ 3,5 tonnes de matière sèche par hectare qui ont été obtenus avec le trèfle d'Alexandrie. Et ensuite, c'était avec le trèfle rouge. On parle ici des espèces qui, bien sûr, vont s'implanter le plus rapidement, se développer le plus rapidement, mais souligner que les quantités produites sont assez faibles. Au point de vue des graminées, on a eu 4 années-sites, même topo ici au point de vue du graphique.
On a évalué des espèces recommandées, mais d'autres aussi plus alternatives. Puis on voit encore le même genre de choses. Plus il y a de coupes, le régime à 2 coupes produisait des rendements plus élevés, mais encore qui demeuraient très faibles. On voit ici que dans le meilleur des cas, on obtient 5 tonnes de matière sèche par hectare avec la dactyle. Donc, on voit ici qu'on s'approche un peu plus de rendements qui sont un peu plus intéressants, mais qui demeurent tout de même modérés. Si on parle des espèces annuelles, on a quand même travaillé beaucoup il y a 10 à 12 ans, je dirais, à l'Université McGill avec le trèfle d'Alexandrie. C'est quelque chose qui revient un peu sur la sellette de façon périodique. C'est une espèce annuelle, je liste ici, puis dans le document sur le web, vous pourrez voir un peu plus l'information au point de vue de régie, d'implantation. Je vais passer là-dessus. Tout le monde a faim, je le vois dans vos yeux. Et ce qu'on peut voir, donc, c'est une option, donc une espèce qui va s'implanter plus tôt au cours du printemps. C'est pas approprié pour un semis qui serait plus tardif. C'est une espèce qui résiste quand même bien la sécheresse, mais moins que la luzerne. Puis ici, au point de vue du potentiel de rendement, encore, on a fait quand même pas mal d'études. On voit que c'est 3,5 à 5 tonnes dans les meilleurs cas par hectare qu'on a obtenu. Mais selon d'autres études, des données qui ont été obtenues au Québec, on peut voir jusqu'à 6 tonnes par hectare selon d'autres études. Il y a une possibilité d'avoir de 2 à 3 coupes au cours de la saison avec une première récolte environ 60 jours après le semis. On a non seulement fait des essais en champ, mais on a également fait des essais d'alimentation animale, pas avec des vaches laitières, mais avec des moutons. Et ce qu'on a vu ici, c'est lorsqu'on comparait un ensilage de trèfle d'Alexandrie avec un ensilage typique de luzerne, on peut voir que les résultats ont été quand même intéressants sans passer trop de temps là-dessus. Donc, l'ingestion était supérieure avec l'ensilage de trèfle d'Alexandrie, puis des facteurs de qualité, différentes variables en termes de digestibilité étaient supérieurs lorsque comparé à la luzerne. Donc, on voit que c'est quand même un fourrage là, intéressant avec du potentiel. En termes d'une autre annuelle qu'on n'avait pas évaluée dans l'étude avec Rénal Drapeau, c'est le régras annuel. Il y a plusieurs types qui sont disponibles. C'est quelque chose disponible sur le marché assez fréquemment, facilement. Encore, je vais omettre ici d'aller dans les détails au point de vue des conditions de semis de régie. Mais on avait des essais dans le réseau d'essais des plantes fourragères il y a quelques années dans les sites de Normandin, Saint-Augustin et Sainte-Anne-de-Bellevue. Et ce qu'on a observé dans ces essais-là, c'est des rendements qui variaient entre 3 et 7 tonnes environ de matière sèche par hectare. Donc, quelque chose d'assez intéressant avec 2 à 4 coupes selon la saison et la région. Il y a même du potentiel de rendement supérieur. Il y a des études dans d'autres régions canadiennes qui ont suggéré des rendements aussi élevés que 9 tonnes de matière sèche par hectare. Encore une fois, un peu comme pour le trèfle d'Alexandrie, on est capable de prendre une première coupe, en général, selon les régions, de 6 à 8 semaines après le semis. Et une chose intéressante, c'est qu'il y a quand même une bonne distribution des rendements, donc qui permet encore un apport en fourrage de façon relativement rapide. On n'a pas regardé dans le réseau d'essais la qualité fourragère, mais ici, je liste quelques variables ici d'essais qui ont été similaires, qui ont été réalisés dans différentes régions de l'Ontario, c'est bien des régions nordiques du Sud. On voit que la qualité fourragère est comparable à ce qu'on est habitué avec d'autres espèces. Donc, en sommaire, pour les plantes fourragères, les avantages, c'est des espèces bien connues, c'est facile en termes de disponibilité de semences d'herbicides, mais le grand désavantage, c'est que les rendements sont peu élevés de façon générale. Ensuite, on passe aux céréales et mélanges céréales-pois. C'est quelque chose qu'on a moins expérimenté à l'Université McGill. Donc ici, je vais partager avec vous des résultats brièvement là, de d'autres de collègues. Les options ici sont les multiples. Il y a l'avoine, l'orge, le triticale, le blé, qui peuvent être en pur, utilisés comme plante-abri ou en mélange avec des pois. C'est des systèmes qui sont quand même assez bien connus. L'avantage, c'est que l'option est disponible pour toutes les régions du Québec. Encore, je vais passer sur les conditions, là, c'est encore sur le document qui va être disponible. Au point de vue des rendements potentiels et de la qualité, différentes études réalisées en Ontario ou dans le nord du Québec par mes collègues ont démontré qu'une récolte au stade laiteux, environ 8 semaines après le semis, va parfois optimiser, donc va permettre d'optimiser et les rendements et la qualité fourragère.
Donc ici, on a les résultats d'une étude qui a été réalisée dans le nord de l'Ontario il y a quelques années. Et ce qu'on voit ici sur l'axe des X, c'est les traitements. Donc soit on avait des céréales en pur ou en mélange avec des pois, qui étaient récoltés selon 4 stades de la céréale, qui allaient du stade gonflement à pâte mou, et sur l'axe des Y, on a les rendements en matière sèche par hectare. Donc, ce qu'on peut voir, c'est un trend très familier, donc plus la plante mature, plus les rendements vont être élevés. Mais si on compare ça avec la diapo suivante qui regarde une des variables de qualité en termes de protéines brutes, on voit que la relation est opposée, bien sûr, et que le stade optimal ici, selon les chercheurs, est une récolte au stade laiteux avec une combinaison de l'avoine avec des pois qui permet d'avoir une qualité supérieure. En général, l'ajout de pois permet d'ajouter environ 2 % de protéines brutes au matériel, donc qui est quelque chose d'assez intéressant. Donc, en termes des céréales ou mélange céréales-pois, l'avantage, c'est des espèces qui sont assez bien connues pour la plupart. Encore une fois, comme les plantes fourragères, les semences sont facilement disponibles, également les herbicides. Il y a une adaptation à toutes les régions du Québec, aussi bien les régions périphériques que plus centrales. Les désavantages, c'est que les rendements demeurent parfois modérés. On a vu dans l'étude précédente que ça peut aller dans cette étude-là, jusqu'à 8 tonnes de matière sèche par hectare, mais la fourchette encore demeure quand même relativement modérée. On passe ensuite aux légumineuses à grains et oléagineuses. Ça, c'est quelque chose qu'on a aussi fait pas mal de travail avec mon collègue Arif Mostafa au cours des dernières années, plus il y a environ 5 à 10 ans. Et ici, on a plusieurs options. On parle du soya ou des pois, puis dans le cas du soya, il y a soit le soya régulier, donc à type grain, qui peut être utilisé comme source de fourrage d'urgence, ou le soya fourragé, donc qui sont des cultivars qui vont avoir été sélectionnés ou développés principalement pour l'utilisation dans de telles conditions. Il y a également moins utilisé, mais une possibilité qu'on a étudiée, qui est l'utilisation des pois. Donc, pour le soya, encore, on peut utiliser les types grains. Si on utilise les types grains, il serait recommandable, préférable d'utiliser des cultivars plus tardifs parce que, bien sûr, l'objectif n'est pas de récolter au stade R8 typique, mais de récolter pour le fourrage. Donc, il y a possibilité d'utiliser des cultivars qui seraient adaptés à des régions plus du sud, là, pour les États-Unis que pour les conditions québécoises. Dans le cas des types fourragés, donc ça ne s'applique pas, ce sont des types sélectionnés pour nos conditions, pour la production de fourrage. Et typiquement, donc, ces types-là vont avoir moins de gousses et de grains et donc vont produire plus de biomasse et moins de grains. C'est ce qu'on cherche à avoir. En termes de quand récolter ça, ça a été assez bien démontré que le stade qui va encore optimiser les rendements et la qualité, puis aussi limiter la quantité de grains qui pourrait être problématique parce qu'il y a beaucoup d'huile dans les grains et ça peut mener à des problèmes métaboliques chez les animaux qui en consommeraient. Donc, d'habitude, on vise d'avoir un niveau de gras qui va être moins que 4 %, mais si on a des stades plus tardifs, on pourra entrer dans une zone où ça pourrait être problématique. Donc, c'est une chose à garder en tête. Et le stade optimal pour la récolte, pour l'utilisation de fourrage, ça va être un stade de R6 ou R7 qui correspond visuellement de façon facile à identifier. C'est quand les feuilles du bas vont commencer à jaunir. Encore, je vais passer rapidement sur les conditions pour le semis, mais ça va être en rang espacé à 18 cm pour maximiser encore la production de biomasse. Encore, les grains, les gousses, ce n'est pas ce qu'on cherche à maximiser. Puis nos études réalisées à l'Université McGill, mais aussi dans d'autres régions du Québec, ont démontré, encore, il y a une fourchette assez large au point de vue rendement, mais ce qu'on a observé, nous, c'est des rendements d'environ 5 à 6 tonnes de matière sèche par hectare. On peut voir ici un de nos projets, là, on va voir des données animales un peu sur un essai qu'on a réalisé il y a quelques années, donc avec un type de soya fourragé. On peut voir le chantier ici, donc géré un peu comme n'importe quelle plante fourragère qui a été ensilée dans un silo tôt. Et ce qu'on a ici, donc, c'est la qualité de soya fourragé lorsque comparé à un ensilage de luzerne typique récolté au stade début fleur. Je ne vais pas aller dans tous les détails, mais on peut voir ici quand même qu'il y a des caractéristiques qui diffèrent entre les deux. La qualité est légèrement moins bonne dans celle de l'ensilage de soya comparé à celui de la luzerne pour la plupart des variables. Lorsqu'on regarde
quoi ça se traduit en termes de production. Ici, on a fait un essai avec des vaches laitières au point de vue performance. On peut voir quand même donc que la production va être moindre lorsque les vaches étaient alimentées avec un ensilage de soya, lorsque comparé à l'ensilage typique de luzerne, et puis qu'il y avait certaines caractéristiques au point de vue de la composition du lait qui différaient également. Ceci étant dit, ça demeure une option intéressante. Si on passe à une autre qui est moins utilisée, mais qui demeure une possibilité qu'on a étudiée également à l'Université McGill, c'est l'utilisation des pois. Encore, les conditions de semis vont être similaires à ce qu'on a vu pour le soya. On les a évalués soit en pur, mais également dans l'optique des mélanges avec les céréales qu'on a discuté précédemment. Une chose à considérer, c'est une option intéressante, mais on va voir une chose à considérer, c'est que la protéine des pois est hautement dégradable dans le rumen, ce qui pourrait mener à une sous-utilisation par le ruminant. Ici, on a un tableau, beaucoup d'informations. Je vais porter votre attention donc ici sur les variables de rendement, la première colonne de données et la dernière également sur le potentiel de production de lait. Et ici, on a eu plusieurs traitements, donc les pois seuls, comme on peut voir sur la première rangée, récoltés au stade de la céréale, parce qu'on avait également des mélanges avec des céréales qui étaient au stade laiteux ou pâteux mou, donc 8 ou 10 semaines suivant le semis. Et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on avait, évidemment, comme ce qu'on avait vu dans l'option précédente, les options précédentes, le groupe 2, que les rendements, bien sûr, vont augmenter avec le temps. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que, bien sûr, il y a la relation inverse avec la qualité. Ici, je porte votre attention sur la dernière colonne, qui est la quantité de lait estimée en kilogrammes par tonne d'ensilage produite selon le modèle Milk 2000 à l'époque, qu'on avait utilisé. Il y en a une version plus récente, mais bon, selon ça, on peut voir donc comment, lorsqu'on alimenterait des vaches avec ça, quelle est la production potentielle de lait. Puis on peut voir que même avec des rendements moitié moindres, le mélange pois-avoine a un potentiel de production de lait largement supérieur à celui du stade plus tardif. Donc, c'est toujours important de considérer non seulement les rendements, souvent c'est la première chose qu'on garde, mais aussi la qualité est bien sûr importante. Au point de vue de la dégradation de la protéine, c'est quelque chose à considérer d'important. Comme j'ai mentionné, on avait fait une autre étude où est-ce qu'on comparait différents ensilages de différentes espèces de légumineuses annuelles. Et sur le graphe de gauche, on a la protéine, je ne sais pas en français, véritable ou true protein. Et sur le graphe de gauche, c'est l'azote non protéique, NPN. Et on peut voir sur les trois espèces qu'on comparait, la févrole, les pois et le soya, on peut voir donc la dégradation est maximale avec les pois lorsque comparé aux deux autres possibilités ou espèces. Donc la protéine des pois est très dégradable, c'est quelque chose à garder en mémoire. Donc quels sont les avantages, désavantages pour cette option-là? Très haute qualité, production d'un fourrage dans la plupart des cas d'assez haute qualité, l'adaptation à la plupart des régions, pas toujours, certaines régions, ça peut être borderline, je dirais. Les désavantages, le coût de la semence, dans certains cas, les rendements demeurent quand même modérés comparé à l'autre option qu'on va regarder après. Puis ça peut être difficile à conserver dans certains cas. L'ensilage de pois peut être problématique dû à sa teneur en eau qui est assez importante. Ça nous mène à la dernière option, le dernier groupe, qui est celle des graminées annuelles de saison chaude. Et ça, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été effectuées par notre groupe, mais aussi mes collègues, comme j'ai mentionné en introduction, dans les autres institutions de recherche au Québec. Il y a beaucoup de produits qui ont été développés, il y a beaucoup de choses, de possibilités disponibles. On a les différents types de millets, du sorgho du Soudan, des hybrides sorgho-Soudan. Et avec tout ça, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours la possibilité d'utiliser le maïs comme source de fourrage d'urgence, dépendamment du timing encore. Ça, c'est des vraies options comme fourrage d'urgence si on parle d'une situation qui va être constatée plus tard dans la saison ou si on décide de prendre une récolte, la première récolte, puis par la suite de réensemencer. Donc ça permet une flexibilité que les autres options listées précédemment ne vont pas offrir. Dans la plupart des cas, pour ces espèces, de toute façon, le temps optimal pour semer,
ces espèces va être tard dans la saison. On parle du mois de juin. Il y a des besoins en termes de température du sol qui vont être assez élevés, comme on va voir. Donc, ça ouvre la porte à plus de flexibilité dans ce sens-là. Également, le rendement potentiel sont très élevés, comme on va voir. Donc, ça va se démarquer des autres options. Puis, il y a aussi il y a une flexibilité en termes de type fourrager, type sucré, qui peuvent avoir différentes utilisations également, et des types BMR également qui sont disponibles. Lorsqu'on parle de ces espèces, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des problèmes. Lorsqu'on parle du sorgho, mais aussi dans certains cas pour l'herbe du Soudan et leurs hybrides, mais surtout avec le sorgho, le problème de l'acide prussique, qu'il faut garder en tête, parce que lorsque les plants peuvent être affectés, exposés à un gel, il va y avoir une accumulation, une concentration de cette molécule qui pourrait être hautement problématique pour les animaux qui en recevraient en alimentation. Il faut souligner que le risque est réduit lorsque le matériel est ensilé pour au moins 21 jours. En termes du millet perlé, on a effectué beaucoup de recherches avec cette espèce-là. Ce qui est intéressant, 2 points, les besoins en azote sont très faibles. Il y a plusieurs études de l'Université Laval qui ont démontré ça. Il y a aussi un aspect bien documenté, c'est l'effet nématicide, qui pourrait être intéressant pour certains producteurs avec des rotations avec d'autres cultures, où est-ce que les nématodes pourraient être... ma femme me dit aussi, je parle trop. Elle dit, Philippe, tu parles trop, c'est le cas. Je vais me dépêcher. Ensuite, donc, en termes de potentiel de rendement, très élevé comparé aux autres options. On a observé 20-25 tonnes de matière sèche par hectare, donc ça ne se compare pas avec les autres options précédemment présentées. On parle avec 100 kg d'azote par hectare. Cependant, une déficience avec le millet, c'est le fort potentiel de verse qu'on peut observer ici, là. Comme j'ai dit, les semis doivent être effectués tardivement. C'est une espèce aussi qui n'est pas adaptée au sol lourd, donc il faut viser des sols sableux autant que possible. Sinon, les rendements vont être très, très faibles ou même l'établissement peut être très problématique. Il y a une étudiante récemment à l'Université McGill qui a fait des essais d'alimentation de vaches laitières avec du maïs comparé du millet puis du millet sucré. Et ce qu'on a observé, donc, il y avait des différences au point de vue de la qualité. Mais en termes de rendement, ce qu'elle a observé, c'est qu'il était possible d'avoir une production laitière qui était comparable avec une alimentation basée sur le millet sucré comparé à du maïs. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Le sorgho est également des caractéristiques similaires au millet. Semi-tardif, faible besoin en azote, mais le potentiel de verse est beaucoup inférieur à ce qu'on observe avec le millet. Tout comme le millet, c'est une espèce qui est très résistante à la sécheresse et le potentiel de rendement de cette espèce est plus élevé que ceux du millet. Donc, c'est quelque chose qui demeure intéressant. Dans ce graphe, on voit des essais réalisés à l'Université McGill. On peut voir l'évolution des rendements avec 6 dates de coupe du mois d'août jusqu'à fin août jusqu'au mois de novembre. Puis, on peut voir que le potentiel de rendement est excessivement élevé. Mais ce qu'on peut voir qui est intéressant, c'est que malgré ces différentes dates de récolte, que la qualité fourragère se maintient très bien. Donc ça, c'est une autre caractéristique vraiment intéressante. Je vais passer très vite. Une autre option, le trèfle de Soudan, on a fait des études récemment à l'Université McGill en tant que plante-abri pour rétablissement de la luzerne. Puis on peut voir ici qu'il y a un certain potentiel comparé à d'autres options comme l'utilisation de l'avoine, mais que les rendements dans notre étude ont été plus faibles. Je vais passer sur le maïs, mais ça demeure une option à considérer. Lorsqu'on parle d'une situation d'urgence, il faut bien sûr considérer les unités thermiques, puis peut-être avoir, bien sûr, à sélectionner un hybride qui aurait moins d'unités thermiques que traditionnellement utilisées dans notre région. Donc, en conclusion, pour les graminées annuelles de saison chaude, le point positif fort, c'est les très bons rendements, la qualité qui se maintient, comme on a vu dans le cas du sorgho, et des besoins en azote qui sont relativement modérés. Des avantages, c'est que leur utilisation peut être limitée dans les régions périphériques. Il peut y avoir aussi certains problèmes en termes de disponibilité d'herbicides et de semences. Là, il me reste 1 minute pour comparer tout ça. On peut dire, bon, OK, comment ça se compare? Bien, malheureusement, il n'y a eu aucune étude, à ma connaissance, au Québec qui ont pris toutes ces options-là puis dit, bien, comment ça se compare, ça, là? Qu'est-ce qui est la meilleure? Il y a plein d'options pour telle région, mais il n'y a pas d'études qui ont été réalisées, malheureusement.
Donc, il faut considérer les attentes en termes de rendement et de qualité, la région concernée, région du centre-sud versus les régions périphériques, puis aussi la date où le semis est effectué. Ceci étant dit, dans le Midwest américain, il y a eu une étude qui a été réalisée il y a quelques années qui regardait différentes options. Je ne vais pas passer à travers la liste, mais il y avait un total de 18 cultures qui ont été considérées avec 3 dates de semis, ce qui est important, parce que souvent, on regarde, on évalue des cultures d'urgence en situation non urgente, où est-ce que le semis va s'effectuer très tôt au printemps, qui ne correspond peut-être pas à une situation d'urgence, où est-ce qu'un semis doit s'effectuer plus tardivement. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont été du début mai jusqu'au début juillet. Et ici, on voit les résultats. Ça, c'est la moyenne pour 5 années sites réalisées au Minnesota et au Wisconsin. Et là, on peut voir que donc le potentiel, les valeurs sont similaires à ce que j'ai présenté pour nos résultats, qui allaient du plus bas avec la luzerne rétablie, ensuite l'avoine pois, puis les rendements supérieurs étaient avec le maïs. On voit donc que les graminées de saison chaude ont le potentiel de rendement le plus élevé. L'autre chose à considérer, c'est aussi le coût. Et ici, j'ai un tableau qui note une étude, un calcul très, très sommaire qui compare les coûts pour les différentes options qui ont été, certaines des différentes options qui ont été présentées. Puis on peut voir qu'il y a une grande fluctuation dans les coûts. C'est sûr, ici, lorsqu'on regarde les plantes fourragères pérennes, on parle d'un investissement à plus long terme, mais on peut voir qu'il y a des fluctuations. Puis encore, parmi les options intéressantes, encore au point de vue coût, les graminées de saison chaude demeurent une option intéressante. Donc, en conclusion, il n'y a pas une seule solution qui conviendra à tous, à toutes les opérations, tous les producteurs, toutes les régions. Il y a de l'information fragmentaire pour certaines options. J'ai présenté les principales. C'est sûr qu'encore, il y a des choses beaucoup plus ésotériques. On a étudié à d'autres institutions à McGill des options qui ne sont pas utilisées par les producteurs, qui ont un potentiel. Mais il y a définitivement un besoin, puis je fais un sales pitch ici, d'une étude comparative qui va regarder toutes ces options-là dans différentes régions du Québec pour pouvoir statuer sur ce qui est le plus intéressant en termes de coût, de rendement et de qualité. Okay? Donc, mais il semble qu'avec, selon ce qu'on a, que les graminées de saison chaude demeurent une option intéressante. Sur ce, je remercie tous mes collaborateurs et amis. Merci. Ah oui? Donc, on va prendre seulement une question en salle et une en web. Donc, Olivier, tu peux y aller. Oui, on a Élise Beaulieu qui s'interroge sur le trèfle d'Alexandrie. Elle demande, est-ce que le trèfle d'Alexandrie se compare au trèfle rouge au niveau des phytoestrogènes produits par les plantes et par rapport à sa persistance? Excellente question. On a fait certaines études il y a quelques années sur les phytoestrogènes, pas avec le trèfle d'Alexandrie, mais avec le trèfle rouge. C'est sûr que ça peut être, pour certaines productions ovines en particulier, il peut avoir, ça peut être quelque chose à considérer. Je n'ai pas personnellement étudié les teneurs dans le trèfle d'Alexandrie, donc je ne pourrais pas statuer sur si c'est pire ou comparable au trèfle rouge. Au point de vue de persistance, bien, ça ne s'applique pas parce qu'on parle ici d'une espèce annuelle. OK? Oui? OK. Avez-vous fait des essais avec le TEF? Avec le TEF, non. Personnellement, non. Une chose à considérer. Les résultats du Midwest américain suggèrent que c'est une excellente option. Ma connaissance, je ne sais pas s'il y a d'autres de mes collègues qui pourraient peut-être dire s'ils l'ont essayé, mais pas à ma connaissance. Quelques essais, Huguette dit quelques essais. Concluants? Pas concluants selon Huguette. Même avis. Bon, tout le monde est d'accord. OK, donc je vous remercie pour votre attention et bon dîner à tout le monde.